Nous, c'est ce qui s'est déroulé un peu de notre côté. On a mis des gens sur le dossier, on a fait des tests, on n'a pas trouvé exactement encore ce qu'on recherchait, mais on sent qu'on est proche. Et je crois que 2024 risque d'être une dynamique très similaire pour beaucoup d'entreprises parce que beaucoup d'organisations dans les 12 derniers mois ont été pris de sursaut quasiment avec cette nouvelle technologie-là. On fait des tests. J'ai l'impression vraiment que 2024, on va voir comment tout ça va se matérialiser. Je vois quelques lignes d'affaires se définir. De un, je pense qu'il va y avoir de plus en plus de prestataires de services qui vont bâtir des organisations littéralement d'aide à l'intelligence artificielle. Je pense que ces types d'agences-là, ces types de regroupements-là vont être de plus en plus présents en 2024, de regrouper quelques personnes dans une même entreprise qui connaissent brièvement qu'est-ce qu'on est capable de faire avec l'intelligence artificielle et d'aller vendre des services. Je pense que ça, on va le voir, ça va être une économie qui de plus en plus va se créer. Et je pense que comme on a pu voir avec l'Internet au début des années 2000, où est-ce que chaque entreprise de plus en plus avait un webmaster dans leur entreprise, il va y avoir vraiment des chefs de département dédiés à faire avancer l'intelligence artificielle dans des entreprises. Donc, on est de retour sur le podcast Hypercroissance en mode discussion d'affaires. C'est le premier de l'année 2024 et on va parler ensemble de nos prévisions de l'année qui s'en vient pour les 12 prochains mois. Je suis avec Jonathan Léveillé aujourd'hui. Jonathan, comment ça se déroule de ton côté? Antoine, ça va super bien. Des belles vacances remplies de projets. J'avais une discussion avec ma conjointe hier qui me disait que je suis pas capable d'arrêter, même en vacances. Donc, ça se passe bien. On fait avancer des beaux projets personnels cette semaine. Donc, en gros, ce que je comprends, c'est que tu n'as pas nécessairement arrêté, tu as continué à beaucoup travailler. Est-ce que c'était des projets reliés au travail ou c'était d'autres types d'approches? Je dirais un mix des deux. Peut-être la règle du 80-20. 80% des projets personnels que j'essaie de faire avancer depuis des mois que je ne suis pas capable, mais là, j'ai du temps, je suis capable de me focusser là-dessus. Et ça va être très excitant pour 2024, autant, je dirais, business que côté personnel. Fantastique. Bon, donc on avait fait ce type d'épisode l'année dernière sur nos prévisions de l'année qui s'en vient. On va refaire la même chose cette année. Est-ce que tu as déjà en tête certains points importants que tu penses qui vont se dérouler pour les premiers trimestres de l'année, pour l'année qui s'en vient, que tu aimerais partager avec notre audience aujourd'hui? Et par la suite, bien entendu, je ferai la même chose. Absolument. J'ai préparé quelques prédictions qui peuvent être soit une continuité 2023 ou des prédictions outrageuses pour l'année à venir. Donc, ça va être intéressant dans un an de ressortir cet épisode-là et voir à quel point je me suis peut-être trompé sur certains items. Mais il y en a que je pense qui vont être une vérité absolue. Je commence avec ma première de mon côté. C'est l'impact de l'intelligence artificielle sur l'emploi. Il y a beaucoup de gens qui s'inquiètent à l'heure actuelle de peut-être perdre leur emploi à cause de l'intelligence artificielle. Moi, ma prédiction pour 2024, c'est qu'il y a peu de gens qui vont perdre leur emploi à cause de l'intelligence artificielle. Mais si les gens n'utilisent pas l'intelligence artificielle dans leur emploi, ils risquent d'être menacés à ce moment-là dans leur emploi. Donc, c'est pas l'intelligence artificielle la problématique. Ça va plutôt être les gens qui vont essayer de ne pas utiliser l'intelligence artificielle dans leur quotidien, ce qui les empêcherait d'être beaucoup plus efficaces versus la compétition ou les autres gens ou les autres employés ou les autres entreprises. Donc, c'est vraiment une question d'adoption de l'intelligence artificielle qui pourrait menacer les emplois et non l'intelligence artificielle en soi. Donc, à surveiller dans votre quotidien pour utiliser au maximum l'intelligence artificielle. Ben Jonathan, je pense qu'on s'est parlé sans même discuter ensemble parce que littéralement, j'allais dire la même chose. J'ai l'impression que l'année 2023 a été l'ascension ou plutôt la révélation de l'intelligence artificielle pour monsieur et madame tout le monde, de voir ce qu'on est capable de faire avec ChatGPT, avec Bard, avec Gemini qu'on a parlé récemment sur le podcast, Anthropic, avec Claude. Il y a vraiment beaucoup d'infrastructures d'intelligence artificielle qui ont été créées, qui sont assez puissantes et par-dessus ces infrastructures se créent de plus en plus d'applications, un petit peu des copilotes au quotidien qui peuvent nous aider, que ce soit dans le domaine du marketing, que ce soit dans le domaine de la technologie. Il y a plusieurs changements qu'on a été capable de voir. Je crois maintenant qu'on a vu la révélation et qu'effectivement, en 2024, ça va être vraiment la matérialisation de l'intelligence artificielle dans les entreprises. Je pense qu'il va y avoir énormément de démocratisation.
On a l'impression que l'année 2023 était un peu l'année où est-ce qu'on le découvre et qu'on commence à faire des tests, mais qu'on n'arrive pas encore, et je parle peut-être davantage d'un point de vue personnel ici avec les gens de mon entourage, on n'arrive pas encore à se dire comment qu'on est capable de l'implanter de manière méthodique avec des systèmes, des procédures pour vraiment aller encore plus vite dans notre productivité et dans notre travail au quotidien. Nous, c'est ce qui s'est déroulé un peu de notre côté. On a mis des gens sur le dossier, on a fait des tests, on n'a pas trouvé exactement encore ce qu'on recherchait, mais on sent qu'on est proche. Et je crois que 2024 risque d'être une dynamique très similaire pour beaucoup d'entreprises parce que beaucoup d'organisations dans les 12 derniers mois ont été pris de sursaut quasiment avec cette nouvelle technologie-là. On fait des tests. J'ai l'impression vraiment que 2024, on va voir comment tout ça va se matérialiser. Et la manière que je vois tout ça se matérialiser, je vois quelques lignes d'affaires se définir. De un, je pense qu'il va y avoir de plus en plus de prestataires de services qui vont bâtir des organisations littéralement d'aide à l'intelligence artificielle. Je pense que ces types d'agences-là, ces types de regroupements-là vont être de plus en plus présents en 2024, de regrouper quelques personnes dans une même entreprise qui connaissent brièvement qu'est-ce qu'on est capable de faire avec l'intelligence artificielle et d'aller vendre des services. Je pense que ça, on va le voir, ça va être une économie qui de plus en plus va se créer. Et je pense que comme on a pu voir avec l'Internet au début des années 2000, où est-ce que chaque entreprise de plus en plus avait un webmaster dans leur entreprise, il va y avoir vraiment des chefs de département dédiés à faire avancer l'intelligence artificielle dans des entreprises. Et je pense que tout ça va vraiment se matérialiser en 2024. Donc, moi, je te rejoins à 100%. C'était une des premières prédictions que j'avais pour 2024 reliées au domaine du travail. Et là, tu me disais que tu avais préparé d'autres points. Je serais curieux de t'entendre ou peut-être même si tu veux renchérir ici. Ben absolument, j'aimerais aller peut-être un peu plus en détail au niveau de l'intelligence artificielle. Ma prédiction pour 2024, c'est qu'on voit Microsoft avancer à une vitesse fulgurante en termes de dollars investis, puis en termes d'applications réelles, d'utilisation réelle dans les différents logiciels qu'ils ont comme Office, Word, Excel, PowerPoint, Office 365. Moi, je pense que ça va continuer au niveau de Microsoft à aller à une vitesse fulgurante. On voit présentement qu'ils sont en compétition directe avec OpenAI, pour lequel ils sont le plus grand actionnaire à l'heure actuelle, du moins d'une branche d'OpenAI. Mais je pense qu'il va y avoir un grand retour en force de Google cette année. Google était très tranquille, très privé sur leur avancée au niveau de l'intelligence artificielle. Moi, je pense qu'ils vont nous sortir quelques surprises cette année. On l'a vu, entre autres, avec Gemini dans les dernières semaines. Si les démonstrations sont réelles, je pense qu'ils ont probablement une longueur d'avance derrière le rideau par rapport à l'intelligence artificielle sur les autres. Donc, je pense qu'ils vont revenir en force. Apple a été très, très, très silencieux. Je pense qu'ils vont arriver, ils vont probablement intégrer ça au niveau de la réalité virtuelle et du metaverse. On pourrait en parler. C'est une autre prédiction que je veux parler un petit peu plus tard. Mais je pense qu'il va y avoir un rééquilibrage des grandes forces technologiques entre Google, Microsoft, OpenAI. On voit qu'il y a d'autres grandes startups présentement qui poussent très vite. Exemple Anthropic, qui prévoit là, atteindre le milliard de chiffre d'affaires fin 2024, début 2025. Ils avaient zéro il y a zéro revenu il y a quelques mois à peine. Donc, je pense qu'il va y avoir vraiment encore beaucoup d'argent investi là-dedans, mais un retour en force de certaines grandes entreprises, dont Google, là, qui ont été très tranquilles. Puis tu vois, ce qui est intéressant ici, c'est que je reviens au point que je parlais un petit peu plus tôt au niveau des lignes d'affaires qui se créent. Tu abordes beaucoup le point ici des grosses entreprises technologiques qui, eux, bâtissent essentiellement l'infrastructure. Et j'ai l'impression que il va y avoir, au-delà des prestataires de services qui vont aider des organisations au niveau de l'intelligence artificielle, il va y avoir un niveau juste au-dessus de l'infrastructure qui de plus en plus va se créer sur des applications basées sur des verticales précises. Bien entendu, c'est toutes ces applications-là, en majeure partie, vont être créées à partir de l'infrastructure que les entreprises Google, Microsoft de ce monde vont donner, ou même l'AMA 2 que Meta a mis à disposition en open source. Toutes ces applications-là vont être bâties à partir de cette infrastructure-là, mais je crois cette année qu'au-delà des prestataires de services, des chefs de département qui vont porter le chapeau de gestionnaires, dirigeants de l'intelligence artificielle ou de l'accélération de l'intelligence artificielle dans une entreprise, il va y avoir beaucoup d'applications très orientées au niveau de verticales précises qui vont être développées au niveau de cette infrastructure-là. Et après, ce n'est que le début. Ça va s'accélérer encore plus en 2025. Mais ce n'est pas terminé. Ça ne fait que commencer. Les gens doivent le comprendre. Et je pense que, comme tu dis, ça l'ouvre des marchés
des modèles d'affaires et des révolutions de modèles d'affaires que on peut rattacher un peu quand Internet est arrivé. Il y a plein de choses qu'on voyait pas quand Internet est arrivé. Et ça l'ouvre des portes au fur et à mesure et d'autres portes à travers les portes. Et je pense que c'est un peu ce que l'intelligence artificielle est en train d'apporter. Ça va être vraiment impressionnant de regarder ça dans les prochains trimestres, prochaines années. Mais je pense qu'en tant que chef d'entreprise, il faut se poser la question, nous, qu'est-ce qu'on peut faire dans nos propres entreprises pour être capable d'être plus efficace, de livrer plus de valeur aux clients, puis peut-être de révolutionner notre modèle d'affaires? Parce que si on se pose pas ces questions-là, il y a quelqu'un d'autre dans notre marché qui va le faire et l'impact est tellement grand que ça peut devenir un marché de winner takes all. Donc, s'il y a un premier joueur qui arrive avec quelque chose de très pertinent au marché, qui intègre l'intelligence artificielle avec une grande valeur ajoutée, il peut aller saisir du marché extrêmement rapidement, puis c'est difficile d'aller regagner ces parts-là de marché par la suite, là. Totalement, c'est excitant. Tout ça, ici, on parle de marché du travail. Avant, peut-être, tu parlais tout à l'heure de Metaverse. Donc ça va être les grosses entreprises qu'on pourra parler. Si on reste dans le marché du travail, Jonathan, tu as ouvert une porte ici assez intéressante de ce que les chefs d'entreprise doivent faire, ce que les entreprises doivent faire. Que vois-tu également s'intégrer? Quelles seraient tes prédictions pour l'année 2024 dans la dynamique du travail au Québec, au Canada, en Amérique du Nord ou peut-être même en francophonie? Je vais me risquer un petit peu au niveau du Québec et je pense avant de parler de l'impact qu'il va y avoir sur les entreprises, il faut parler un petit peu, je pense, de l'état de la situation globale du Québec et la dynamique de l'économie. Et là, je fais des prédictions que peut-être je vais être complètement dans le champ droit dans un an et je ne suis pas ni un conseiller financier ni un économiste, mais je me lance quand même. Pour parler avec beaucoup d'entrepreneurs dans le coin ici présentement, là, moi, je suis convaincu qu'on est présentement dans un début de récession ici au Québec. Donc, il va y avoir un ralentissement économique qui est, je pense, déjà en train de se produire. Donc, ralentissement économique égale taux de chômage qui devrait augmenter. Taux de chômage qui augmente égale rebalancement du niveau de force entre le rapport employé-employeur, des employés qui vont peut-être un peu plus apprécier leur emploi et des employeurs qui vont peut-être un peu plus apprécier d'être du côté employeur parce qu'il y en a qui se sont fait extrêmement malmener dans les dernières années. Donc, je pense qu'il va y avoir un rebalancement du niveau de force au niveau employeur-employé et également une baisse des taux d'intérêt là, pour l'année qui s'en vient. Et je me lance avec des chiffres, on ressortira l'épisode dans un an, mais je pense qu'il va y avoir une baisse de taux d'intérêt entre 1,5 à 2 dans les 12 prochains mois ici au Québec, qui va permettre peut-être à l'économie de remonter un peu cette récession-là ou ce ralentissement économique-là. Donc, ça va, je pense, aider d'un côté les employeurs à aller chercher un peu plus de meilleure main-d'œuvre parce qu'il va y avoir plus de main-d'œuvre disponible au marché. Je pense qu'on le voit à l'heure actuelle ici au Québec, là, qu'il y a moins de mouvement dans les entreprises dans les derniers mois, derniers trimestres. Il y a moins de pression également au niveau des augmentations salariales. Je pense que ça va être vraiment une continuité de ça en 2024. Pour revenir à un niveau, je pense, plus agréable d'être du côté entrepreneur et employeur, là, comme ce l'était peut-être avant la pandémie. Donc, à suivre, c'est ma prédiction avec des chiffres devant nous. Je ne sais pas si Antoine, toi de ton côté, qu'est-ce que tu vois peut-être pour le Québec ou peut-être même du côté de l'Europe, parce que faut se rappeler que tu es du côté de l'Espagne là aujourd'hui. On regarde les deux côtés, effectivement. Écoute, je pense que ton point fait énormément de sens. C'est quelque chose qu'on a vu en 2023. C'est quelque chose qu'on a parlé plusieurs fois sur le podcast. Très récemment même, il y avait Simon Plante qui était venu et qui nous expliquait un petit peu la dynamique que lui voyait de son côté. Il va dans le même sens que toi. Les taux d'intérêt risquent d'aller à la baisse. Si c'est pas en Q1, ce sera en Q2, maximum Q3, car tout va se dérouler au niveau de l'augmentation des pourcentages du taux de chômage. On en parlait à l'automne, je pense que c'était au mois de septembre ou au mois d'octobre ou au mois d'août plutôt, je crois. C'était à 3,9 le taux de chômage au Québec. Et pour rappeler le tout aux gens qui nous écoutent aujourd'hui, le plein emploi est évalué à 5 Et quand on regardait les chiffres du mois de novembre, parce que les chiffres du mois de décembre ne sont pas encore sortis, on atteignait un 5,2 de taux de chômage partout au Québec. Ça peut ne pas paraître gros, mais c'est une augmentation excessivement rapide en quelques mois seulement. Et ce qu'on discutait avec Simon, c'est de se dire si les taux de chômage atteignent des plateaux qui peuvent varier entre 6 et 7 ben là, à partir de là, il y aura peut-être simplement pas le choix de réajuster les taux pour s'assurer de redonner un petit peu plus de vitalité à l'économie, ce qui risque de se dérouler, encore une fois, Q1, Q2, Q3, à voir. Donc, ici, j'aborde dans le même sens que toi. Je pense qu'on est pratiquement dans une récession, techniquement même dans une récession, ça a été expliqué. Très spécial d'ailleurs, hein, parce que
Aux États-Unis, en ce moment, l'économie, elle est en feu. Les choses vont assez bien, malgré les dettes qui s'accumulent. Je veux dire, si on regarde un petit peu, le taux de chômage est beaucoup plus bas. Il y a un PIB qui continue de croître d'un trimestre à l'autre. Donc, essentiellement, c'est très différent d'un pays à l'autre. Et si je rebondis à ce que tu as mentionné concernant la relation, la dynamique employé-employeur, moi, je pense que l'année 2024 va être l'année du courage. L'année du courage entrepreneurial un peu, je dirais. C'est-à-dire, on a été pendant un bon bout de temps dans des environnements, comme tu le disais, Jonathan, on était dans une dynamique où est-ce que tu voulais un emploi, tu levais ta main et tu l'avais la semaine après. Et des bons emplois, pas simplement des emplois de étudiants ou des emplois d'entrée dans le marché, des très, très bons emplois. La dynamique, elle est différente aujourd'hui. Il y a eu beaucoup d'organisations qui ont fait des mises à pied en novembre-décembre. Je pense que ça va s'accélérer au mois de janvier si on a simplement regardé un petit peu le pourcentage des gens qui ne seront même pas capables de rembourser le prêt qui a été offert par le gouvernement de, c'était quoi, 60 000 où on avait simplement 40 000 à repayer là-dessus. 52% des entreprises au Québec, c'est un article qui était sorti dans la presse, disaient ne pas pouvoir le rembourser. Donc, ça témoigne clairement de la dynamique qui s'installe ici. J'ai des gens, Antoine, dans mon entourage présentement qui ferment leur entreprise à cause qu'ils ne sont pas capables de rembourser ce prêt-là parce qu'ils se disent ça fait pas de sens. J'y arrive pas présentement, j'y arriverai pas. Et je vois, c'est beaucoup des petites entreprises. Bien sûr. Mais ça va avoir un grand impact, je pense, sur le Québec, entre autres. Puis je pense qu'il faut coupler ça avec le fait aussi que je parlais avec des profs dans les dernières journées sur la grève. Et je pense que c'est ce qui va nous propulser encore plus en récession parce que ça fait plusieurs semaines que les profs ont pas de revenus ou pratiquement pas de revenus. Et on le voit dans les commerces de proximité, genre avec d'autres entrepreneurs, que leur clientèle diminue parce que il y a quand même une bonne partie de la population qui sont en grève à l'heure actuelle ici au Québec. Ça va juste créer un effet de levier à ce moment-là, je pense, pour nous amener dans une zone un peu plus problématique. Là. Clairement. Puis en plus, on le sait, janvier, c'est toujours un peu un mois de gueule de bois. On a acheté beaucoup de choses avec la carte de crédit en décembre pour des raisons qu'on comprend très bien. Et habituellement, le janvier, c'est un peu le retour de l'ascenseur. Donc, clairement, c'est une dynamique qui est plus difficile. Donc, il y a plusieurs points qui nous montrent que oui, effectivement, récession, taux de chômage qui vont peut-être aller un peu plus à la hausse. Et je reviens à mon point je crois que c'est l'année du courage entrepreneurial parce que il va y avoir des décisions difficiles qui devront être prises, pas nécessairement des décisions où est-ce qu'une organisation doit couper 25, 30, 40% de son staff, mais de prendre des décisions à savoir est-ce qu'un joueur qu'on a dans notre entreprise qu'on pouvait accepter en 2021-2022 à cause de la dynamique de marché, on doit encore l'accepter en 2024 au niveau de son standard. Ça, c'est une question que les entreprises doivent se poser parce que automatiquement, on est face à du meilleur talent qui est libre. Faut être simplement une bonne personne, un bon gestionnaire d'entreprise dans ce cas-là. Et également, l'année du courage, également reliée à l'intelligence artificielle parce que quand on parle d'intelligence artificielle, très rapidement, les gens vont à la conclusion qu'ils vont perdre leur emploi. Et moi, je suis 100% d'accord avec toi ici. Les gens ne vont pas perdre leur emploi, mais les gens vont devoir ajuster comment ils travaillent. Et si, en tant qu'entreprise, on n'est pas capable d'intégrer de manière claire et ferme notre position par rapport à l'intelligence artificielle, là, vous avez eu 12 mois pour le faire, là. Il faut avoir un petit peu plus de courage puis le faire. Bien, vous risquez peut-être, à mon avis, d'être dans un endroit plus difficile dans 12 mois. Moi, c'est ce que je prédis parce qu'il va y avoir des gains de productivité et il y a déjà des gains de productivité énormes. J'ai juste l'impression que ce n'est peut-être pas encore quelque chose qui est je ne sais pas comment utiliser le bon terme ici, mais manufacturer ou systématiser à l'intérieur des entreprises au moment où on se parle. Donc, il faut avoir du courage en 2024. Il va falloir prendre des bonnes décisions d'affaires. Le marché est différent. Mais quand il y a un marché qui est différent et qui peut paraître, entre parenthèses, plus difficile, c'est un marché excessivement intéressant pour des opportunités d'embauche, des opportunités de visibilité, parce que quand l'économie est plus en baisse, les gens habituellement descendent leurs investissements publicitaires. Ça donne plus de place pour ceux qui veulent s'afficher et également des possibilités peut-être même d'acquisition. Comme tu l'as mentionné, il y a des organisations qui risquent de fermer. Une organisation, avant qu'elle ferme, elle peut être achetée, là. Effectivement, puis il y a un élément, je pense, qu'il va falloir faire attention ou surveiller dans les 2-3 prochaines années par rapport à l'intelligence artificielle, c'est le coût marginal zéro
qui est une logique ou une théorie qu'on regarde souvent nos économies si elles progressent dans un sens positif par le fait que le PIB augmente d'année en année, donc notre capacité de production divisée par le nombre de personnes dans un pays ou dans une nation donnée. Le fait qu'une technologie comme l'intelligence artificielle amène un gain significatif de productivité, mais que souvent le coût va être zéro, ou le mouvement économique derrière tout ça est très faible, ça peut donner un grand gain de productivité, mais pas nécessairement apparaître dans les chiffres de l'autre côté. Donc, j'ai hâte de voir qu'est-ce que ça va donner, parce que nos indicateurs, nos tableaux de bord en tant que pays, en tant que nation, les indicateurs qu'on a avec des grandes arrivées de technologies comme ça, comme l'intelligence artificielle, ne tiennent plus pendant un certain temps. Là. Comme quand Internet est arrivé, comme quand Google et plein d'applications mobiles et d'applications web sont arrivés avec des équivalents pratiquement à coût zéro qu'on peut utiliser, mais qu'il n'y a pas de mouvement dans l'économie d'argent pour l'utilisation de ces technologies-là ou que c'est très faible. Donc, ça peut donner une impression que l'économie va pas bien, mais la réalité, c'est qu'on a eu des gains significatifs de productivité, mais ça paraît pas dans les chiffres de production des nations puis des pays. Donc, ça, c'est l'autre aspect qui fait que peut-être que ce qu'on va regarder comme indicateur dans nos tableaux de bord vont nous indiquer que ça va pas bien, alors que en réel, on a vraiment gagné en qualité de vie, puis on a vraiment gagné en productivité finale au bout de la ligne, même si ça paraît pas dans les chiffres, dans les dollars. Définitivement. Donc, je pense qu'on est d'accord sur l'intelligence artificielle, les changements qu'il peut y avoir dans nos entreprises, la dynamique un peu de marché qui s'installe. Bon, tu mentionnais un petit peu plus tôt le metaverse, Apple. Si on regarde dans un contexte plus large, les changements à prévoir, les coups de circuit qui pourraient peut-être se dérouler avec des grandes entreprises, des moyennes entreprises, qu'est-ce que tu as sur ton radar? La première chose, c'est Apple qui va sortir à date en février de 2024 son casque qui va nous permettre d'accéder un peu plus facilement au metaverse, à la réalité augmentée et la réalité virtuelle. Normalement, généralement, quand Apple sort quelque chose, c'est parce qu'ils sont convaincus qu'ils vont révolutionner quelque chose. J'ai la perception ou j'émets l'hypothèse qu'Apple va vraiment réussir à nous donner un accès au metaverse équivalent à ce que Meta, Facebook et Oculus ont tenté de faire dans les dernières années qu'ils n'ont pas réussi. Je pense qu'Apple va être l'entreprise qui va démocratiser, je dirais, cette technologie-là ou l'accès à cet univers-là. Et ça va ouvrir beaucoup de nouveaux marchés, beaucoup de nouveaux modèles d'affaires. J'ose espérer que ça va être l'équivalent que quand le iPhone est arrivé. Ça a ouvert énormément de possibilités, énormément d'ouvertures possibles pour nos entreprises de créer et de se réinventer. Donc, je pense que ça va être l'équivalent de l'Internet ou du iPhone qui arrive devant nous, qui est annoncé à partir probablement de février 2024. Et Apple, je pense, va être encore une fois le grand démocratiseur, ou je sais pas si le mot existe, Antoine, mais va être l'entreprise qui va démocratiser ce que Meta a tenté de faire à coups de milliards dans les 5 dernières années. Là. Ben, ça va être intéressant à suivre. Il va falloir qu'il se réinvente aussi à Apple. S'il y a une organisation qui vit sur des innovations qu'elle a fait il y a 16 ans maintenant, c'est bien Apple. Je pense que eux sont littéralement face à un défi de taille. Ils doivent un peu comme Google d'ailleurs, littéralement un peu comme Google, Apple doit se réinventer parce qu'à un certain point, les ventes d'iPhone ne sont plus aussi fortes qu'elles pouvaient l'être. En économie plus difficile, on le dit, c'est peut-être le changement d'iPhone qui va attendre une année avant de le faire à tous les 12 mois. On va peut-être le faire aux 24, aux 36 mois maintenant. Donc, il y a clairement un défi pour Apple de se réinventer avec un nouveau produit parce que le iPhone continue de se vendre, certes. Ils ont tenté de faire une percée dans le domaine des services avec Apple Music, avec le volet Apple TV, qui a un certain succès, certes. Ils ont un monopoly de plus de 50-60 milliards de dollars à l'année avec le Apple Store, certes. Mais en termes de produits, qu'est-ce qu'il y a de tellement innovateur d'Apple depuis peut-être les Apple Watch, qui sont un produit intéressant, mais qui, encore une fois, n'étaient peut-être pas tellement novateurs. Ça existait déjà. Ils se doivent quasiment obligatoirement de frapper un coup de circuit ici. Le défi, par contre, que je vois avec le produit qu'ils vont lancer, c'est que ce n'est pas un produit de grand marché. C'est-à-dire qu'il va uniquement s'adresser à une toute petite partie de la population parce que c'est très, très onéreux. Donc, peut-être que ça va être le grand produit révolutionnaire, mais ça risque de prendre plusieurs années avant qu'on le sache à cause du prix du produit et à cause de l'adoption qui risque d'être lente ici. Et Apple est tellement bon pour
révolutionner une catégorie de produits pour partir d'un océan rouge à un océan bleu, donc de se créer soi-même un nouveau marché puis d'en être le roi pendant plusieurs années. Mais cette logique-là d'océan bleu, océan rouge, on peut pas rouler à l'infini là-dessus, comme tu dis Antoine. Si on est innovateur dans une catégorie, il y a un cycle de temps qui est limité, peut-être 5, 10, 15 ans maximum avant que la compétition réussisse à faire aussi bien que nous et que la compétition réussit à faire disparaître nos différenciateurs. Et c'est un peu ce qui arrive avec Apple présentement aujourd'hui. Exemple, le produit phare de l'iPhone, c'était très différent à l'époque. Aujourd'hui, il y a plein de copies similaires à l'iPhone et à ce que Apple est capable de sortir. Donc, on le voit dans les chiffres, on le voit dans les parts de marché. S'ils ne sortent pas un nouveau produit révolutionnaire pour retourner dans un océan bleu où il y a peu ou pas de compétition avec des forts différenciateurs dans leurs produits, je dis pas qu'Apple est sur le point de faire faillite, mais il y aura pas la continuité de croissance qu'on voit à l'heure actuelle ou qu'on a vu dans les 10 dernières années chez Apple. Et là, peut-être que les gens qui disaient le fait que Steve Jobs ne soit plus là, c'est la fin un petit peu des belles innovations chez Apple, ben ils vont peut-être avoir raison ces personnes-là devant nous parce on va se le dire, ils ont rien sorti réellement de révolutionnaire depuis l'arrivée du iPhone. Ben non, aucunement. Puis je pense qu'ils ont démontré hors de tout doute la force et la capacité opérationnelle de Tim Cook à prendre un excellent produit, un excellent brand et en faire une organisation excessivement profitable pendant plusieurs années. On parle maintenant de littéralement 12 ans depuis qu'il est devenu CEO en 2011. 13 ans maintenant, on est en 2024, il va falloir s'en rappeler. Donc 13 ans maintenant qu'il est là, on est capable de faire de la profitabilité, on est capable d'augmenter considérablement la capitalisation boursière. Mais effectivement, il ne faut pas se faire de cachette. En termes d'innovation, il y a eu des nouveaux produits, mais il n'y a eu rien d'innovateur. Ils sont rendus quasiment continuellement deuxième sur le marché. Et si on regarde un peu Apple Music, ils ont simplement repris le modèle de Spotify. Ils n'arrivent pas à faire mieux. Chiffre à l'appui, définitivement. Les AirPods, très utiles, mais il y avait déjà des produits très similaires même avant, où ils étaient dans les deuxième ou troisième à mettre ça de l'avant. Les Apple Watch, on l'a mentionné, produits très utiles, mais il y en a énormément sur le marché. Donc, ils ont lancé des nouveaux produits, mais des produits innovateurs, ou est-ce qu'ils ont été les premiers vraiment à prendre une part de marché? On en voit très, très peu. Est-ce que ça va être avec le casque qu'ils vont sortir? Écoute, à suivre. Ça a l'air intéressant. Ça m'a l'air fascinant même, mais je pense que l'adoption va prendre du temps. C'est un nouveau produit, c'est très onéreux. Mais il va y avoir tellement de belles applications possibles en entreprise. S'ils réussissent à faire ce casque-là assez robuste, c'est hallucinant. Moi, je vois honnêtement beaucoup d'applications, ce qu'on peut vraiment aider des entreprises avec ça à rendre un humain dans une entreprise beaucoup plus efficace, à livrer beaucoup plus de valeur. Tout le travail qui doit se faire en présentiel sur site à des endroits peut être maintenant peut-être fait à distance ou d'être aidé par un guide à distance. Moi, j'ai vraiment hâte de voir ça, puis je pense qu'il va y avoir une révolution peut-être pas aussi forte que l'intelligence artificielle qui arrive dans les entreprises, mais ça l'ouvre vraiment quelque chose d'intéressant d'avoir enfin du matériel qui va bien fonctionner, qui va être bien conçu et qui va permettre d'avoir une vraie expérience dans le metaverse. Je pense qu'il va y avoir probablement une belle adoption dans les entreprises, un beau gain à regarder et aller chercher là-dedans. Donc, si vous êtes chef d'entreprise aujourd'hui, gardez ça dans votre radar pour 2024 parce que il y a quelque chose à faire là-dessus, là, vraiment intéressant. Juste vous donner un exemple, puis ça se fait déjà à l'heure actuelle avec des casques de réalité virtuelle, mais si vous vendez de la machinerie et que vous êtes obligé ou vous avez de la difficulté à aller montrer la machinerie ou votre équipement à des clients, livrez-leur des casques de réalité virtuelle là, pour leur montrer dans une salle de monde virtuelle de quoi a l'air l'équipement et de quoi a l'air l'équipement en utilisation réelle. J'ai vu des entreprises du Québec ici qui ont commencé à faire ça. Et le résultat est hallucinant, là. Ça leur coûte beaucoup moins cher de vendre et ils sont capables de closer beaucoup plus facilement des ventes avec leurs clients pour être capables de donner vraiment un feeling au client de qu'est-ce qu'il y a de l'air le produit sans avoir à déplacer le produit chez le client. Ah, c'est intéressant, ces avancées technologiques. Ça nous donne continuellement des envies de se réinventer, même en tant qu'entreprise, quand tu vois ces différentes catégories-là. Mais on doit rester focus. On doit rester focus dans ce qu'on sait faire et dans ce qu'on sait qu'on est capable d'apporter un maximum de valeur. Des derniers points, Jonathan, sur des prédictions pour 2024? Je lancerais peut-être une prédiction qui va être controversée et peut-être mal reçue ou mal perçue. Je pense que 2024 va être le retour en force du nucléaire. On voit que
l'entièreté de la planète a besoin de plus en plus d'énergie. Ce n'est vraiment pas viable, je pense, de continuer dans la lignée dans laquelle on est. Il y a beaucoup de pays présentement qui produisent leur électricité à partir du charbon. Et il y a beaucoup de pays présentement qui sont en train de créer des lois d'obligation de transférer les flottes de transport vers de l'électricité. Mais à quoi bon utiliser un véhicule électrique qu'on dit vert si cette électricité-là provient du charbon ou provient d'une énergie qui est pas nécessairement verte au bout de la ligne? Et à l'heure actuelle, on a beau vouloir miser sur le solaire, sur l'éolien, mais la capacité de transférer ce mouvement-là ou l'énergie du soleil dans une énergie qui est viable à scale, la technologie n'est pas nécessairement là aujourd'hui. Si on regarde les barrages hydroélectriques, si on regarde le Québec aujourd'hui, dire de bâtir de nouveaux barrages, ça devient très anti-environnementaliste. Donc, l'énergie verte produite par les barrages, c'est correct pour ceux qui sont déjà construits, mais pour les nouveaux, ça devient problématique. Donc, ce qui nous reste un petit peu par défaut, c'est le retour du nucléaire sur lequel il y a eu peu ou pas de grand avancement qui a été fait au niveau public dans les dernières décennies, mais il y a vraiment eu quelque chose en arrière-scène qui se développe et on voit des grands comme Bill Gates qui ont investi énormément là-dedans et qui étaient, avant la pandémie, prêts à lancer des projets par rapport à ça. Et la population, je pense, n'a pas une bonne opinion, une bonne presse par rapport au nucléaire. Mais il y a eu beaucoup moins de décès au niveau nucléaire dans les dernières années qu'au niveau de la pollution que le charbon fait. Je pense que c'est une solution qui, si la technologie continue à évoluer, est beaucoup plus sécuritaire que ce qu'on a vu dans les années 60, 70, 80 et qui est probablement beaucoup plus environnementale et sécuritaire que d'autres technologies qui existent aujourd'hui. Donc, on l'a vu en 2023, il y a eu un premier projet qui a été autorisé au Tennessee, aux États-Unis, mais je pense que c'est le premier de plusieurs projets à travers le monde au niveau de bâtir et de tester les technologies nucléaires pour réussir à nous amener de l'énergie qui est beaucoup plus verte à un coût qui est beaucoup plus accessible. Effectivement, puis je pense qu'on est un petit peu irrationnel des fois avec l'énergie nucléaire. On pense rapidement à des choses qui ont été totalement dramatiques et horribles, mais c'est l'énergie la plus pure au monde, littéralement, et elle peut aider tellement de pays à aller encore plus vite, mais des fois, on n'a pas nécessairement une approche rationnelle par rapport à tout ça. Donc, à suivre. Comme on n'est pas rationnel avec la conduite autonome, parce que si on regarde aujourd'hui, la conduite autonome, c'était une autre prédiction que j'avais pour 2024 qui va devenir beaucoup plus mainstream, qui va être beaucoup plus adoptée. Mais la réalité, c'est que la conduite autonome aujourd'hui crée moins de morts par million de kilomètres parcourus que l'humain. Donc, rationnellement, on devrait dire pleine vapeur pour ça. Par contre, c'est beaucoup plus scandaleux quand une intelligence artificielle ou un système de conduite autonome dans un véhicule crée un accident et blesse ou tue quelqu'un, que si c'est un humain. Aujourd'hui, on l'accepte socialement que ça soit un humain qui crée un accident et qui crée une fatalité ou une mortalité au bout de la ligne. Si c'est un ordinateur, des lignes de code, c'est inacceptable, mais pourtant, il y aurait moins de morts et moins de blessés si on laissait cette technologie-là s'implanter à grande échelle, mais c'est pas accepté socialement parlant. On n'y va pas avec le rationnel, mais on y va avec l'émotionnel. Je pense que c'est la même chose avec le nucléaire aujourd'hui que la conduite autonome. On aurait un grand gain en tant que société à laisser aller, ou plutôt du moins donner l'aval à avancer à pleine vapeur là-dessus, mais on le retient à cause de nos émotions humaines. Totalement. Les dernières prédictions, Jonathan, avec chaise filée? J'en ai d'autres prédictions. Je vais faire un post sur LinkedIn dans les prochaines journées. Je vous laisse venir suivre ça sur mon profil LinkedIn. Je vais avoir 14 prédictions, dont quelques-unes outrageuses à vous partager sur LinkedIn. Fantastique. On mettra un lien dans les notes de l'épisode de ton profil. Jonathan Léveillé, merci beaucoup. Bonne année à toi. Bonne année à tes proches, ta famille, à tes collègues chez Open Mind Technologies. Bonne année également à tous nos auditeurs. On vous souhaite de la santé. C'est la chose la plus importante. Habituellement, quand tu as la santé, le reste suit derrière. Et on vous remercie également d'être avec nous à chaque semaine pour les discussions d'affaires. Jonathan, merci encore. Et pour les gens qui nous écoutent, on se dit à bientôt pour un prochain épisode de Hypercroissance.